Salut à tous, je vous souhaite une bonne année 2019, une bonne santé et le reste. Comme toujours, le cinéma nous a apporté pas mal de films en 2018. Et comme c'est presque de coutume pour les chaînes de ciné sur YouTube, je vais vous dévoiler les films que j'ai adorés en 2018 dans cette vidéo. Et bien sûr, dans une autre vidéo, les films que j'ai pas aimés du tout. Allez, c'est parti. Juste une petite précision. Il ne s'agit pas d'un classement, j'ai fait exprès de ne pas numéroter les films. Alors soyez pas surpris. Et je commence par une de mes plus grosses attentes et une de mes rares sorties pour voir un film d'horreur au cinéma. Ce film marque le retour du taulier des boogeymen, rendu célèbre par John Carpenter il y a 40 ans grâce à une série de films cultes, Halloween. Ce nouveau Halloween est la suite directe du premier film. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est l'histoire d'un tueur appelé Michael Myers qui, sans qu'on sache pourquoi, cherche à tuer sa sœur Laurie Strode et n'a pas peur de tuer ceux qu'il croise, qu'ils soient gros, petits, black, blanc ou non-binaires, il tue n'importe qui sans pression. En 40 ans, son masque, son manque de parole et sa brutalité ont fait de lui une icône de l'horreur, et en 2018, David Gordon Green a voulu marquer le public en réalisant son retour à l'écran. Et en tant qu'énorme fan du personnage, j'ai trouvé ce film hyper réussi. Les années ont passé et Laurie Strode a eu le temps de s'équiper pour l'affrontement entre elle et son frère, au point de négliger sa famille et surtout sa fille Karen et sa petite fille Allison. Seulement voilà, on est le 31 octobre et Michael, malgré les 60 balais, a décidé de foutre le camp de l'hôpital psychiatrique, de remettre son masque et de partir affronter sa sœur une bonne fois pour toutes. Avec l'accumulation de suites parfois maladroites, beaucoup étaient réticents de voir ce film, et d'autres ont été comme moi impressionnés par le retour de ce tueur culte. Il y a vraiment beaucoup de choses à en dire. On trouve des éléments qui font que le premier film a cartonné. Un suspense qui progresse doucement, Michael Myers encore plus sauvage que d'habitude, devenant limite à un véritable tank, des ados un peu moins cons que dans le premier film, et bien sûr le retour de Jamie Lee Curtis en Laurie Strode qu'elle avait incarné dans le premier film, et Halloween 2 et le 20 ans après qui sont d'excellentes suites. La mise en scène est vraiment très rythmée, les séquences de poursuite ne perdent pas une seconde, il y a beaucoup de pêche dans la manière de filmer, les meurtres sont bien travaillés, et le retour du célèbre thème musical du premier film en version retravaillée est absolument génial. Tout ce qui est technique est dans l'ensemble très bien, mais le fait que Michael soit parfois une force hallucinante dénature son passé de tueur brutal mais discret. Ici, il n'hésite pas à tuer ses premières victimes de jour et bruyamment. La nuit, il lui arrive à certains passages de faire un bordel pas croyable. Certes, il faut remettre la saga Halloween sur les rails, mais à vouloir lui redonner un second souffle après l'échec du Halloween 2 de Rob Zombie, David Gordon Green a remodelé la manière de tuer de l'antagoniste de son film, et c'est un petit peu dommage. Sinon, à part ce faux pas qui aurait pu détruire le film s'il n'y avait pas eu de meurtre discret et stylé, le reste est vraiment bien fait. Les acteurs sont tous excellents, mention spéciale à Jamie Lee Curtis dont la présence nous fait vraiment plaisir car elle est impeccable. En gros, Halloween version 2018 rend honneur envers le film qui a rendu mondialement célèbre John Carpenter en 1979. Ensuite, je reste dans l'horreur avec mon coup de cœur de cette année, Sans Abri. Le film nous fait suivre une famille qui essaie de survivre à des créatures immenses, dangereuses et qui sont très sensibles au moindre bruit. Le scénario se dit rapidement et rien qu'avec ça, ce film m'a bluffé. Tout se repose sur son ambiance mélangée par une tension permanente et un calme assez improbable pour un film de ce genre. Le fait que les personnages sont complètement seuls dans une ville déserte renforce ce côté improbable. Il n'y a quasiment pas de musique, les personnages communiquent en langue de signes, ils utilisent des ruses sonores pour distraire les monstres et c'est vraiment impressionnant. À l'heure où les films d'horreur deviennent affreusement prévisibles et manquant d'idées de scénario, celui-ci se démarque par son concept de monstre attaquant au moindre bruit. Ça offre une mise en scène plus subtile et son réalisateur, John Krasinski, a très bien géré la tension qui ne cesse vraiment de nous emporter. Honnêtement, le dernier film d'horreur que j'ai vu au ciné était le très glauque It Follows qui vaut vraiment le coup d'œil, car en France, les films d'horreur actuels attirent dans les salles pas mal de branleurs à peine foutus de bien se tenir au cinéma. Et ben j'ai eu du bol à la fois pour Halloween et Sans Abri, car les séances où j'étais étaient composées uniquement de passionnés de cinéma. Pour conclure, Sans Abri est ma meilleure surprise horrifique de cette année en raison de son originalité et de ses acteurs qui sont tous excellents. Passons à un film d'animation d'un studio qui me suit depuis que je suis gosse et qui, à l'instar de Disney, raconte des histoires grandioses et des leçons de vie aux enfants. Les studios Pixar.
Et si vous avez compris, je vais parler de la suite d'un film sorti en 2004 et qui était énormément attendu par d'anciens enfants comme moi. Et je parle du film Les Indestructibles 2. Dans cette suite, après avoir tenté de stopper le démolisseur et provoqué par sa faute un bordel en ville, Bob, Hélène et le reste de la famille indestructible sont obligés d'avoir une caméra sur leur costume pour prouver que les supers sont utiles. Et pour prouver cela, un mec qui défend les supers et sa sœur engage Elastigirl, c'est-à-dire Hélène, pour bosser dans une ville risquée. Elle accepte et demande à Bob, alias Monsieur Indestructible, de garder les gosses pendant son absence. Je préfère m'arrêter à ça pour l'histoire, sinon ça spoilerait un max le reste du film, car le film est absolument génial. Avec le retour de Brad Bird qui avait réalisé le premier film, on était déjà sur de bonnes bases, et c'est un plaisir de retrouver cette famille de super-héros après 14 ans d'absence au cinéma. Et ils n'ont pas changé de personnalité et c'est déjà un bon truc. Ce qui a changé vient surtout de la technique et des idées de scène. L'humour fonctionne tout le temps, surtout les scènes avec Bob et les gosses. Mais la star est très clairement Jack le bébé. Il préfère jouer avec ses pouvoirs et c'est hyper drôle à voir. Tout comme voir Bob faire de son mieux pour aider les plus grands. Quant aux scènes d'action, parce que film de super slip dit action, on est également très servi. L'évolution de l'animation nous donne quelques claques impressionnantes dans des séquences, et ce, à chaque fois que ça bouge. Les explosions sont mieux travaillées, il n'y a jamais de répétition dans les combats, et les méchants sont vraiment improbables. Ce film est aussi par moments une critique des médias et de comment on peut en être influencé. L'antagoniste se sert des télés pour contrôler à sa guise n'importe quelle personne et lui faire faire ou faire croire n'importe quoi. On peut y voir aussi la manière dont certains journalistes peuvent déformer ce qui est dit en utilisant un média très populaire. Et bien sûr, ce film parle de la famille en parlant surtout des rapports entre Bob, Flèche et Violette. Tous les deux grandissant et Bob, qui était pas très présent dans son rôle de père dans le premier film, galère un peu pour se rattraper, et réalise qu'il fait pas mal de conneries auprès de Violette surtout, et comprend que Hélène aurait voulu qu'il soit plus présent dans le premier film pour l'aider. Les Indestructibles 2 ont fait polémique dans le doublage français. Si Gérard Lanvin remplace le regretté Marc Calfos en Bob de manière impeccable, on n'a pas su pour quelle raison la chanteuse Louane remplaçait Laurie dans le rôle de Violette, et ça a fait chier pas mal de monde. C'est devenu une habitude de voir des stars connues de tous dans les films d'animation. Après tout, ça rapporte plus de public et plus de thunes. Par exemple, il y a eu Squeezie pour le film Ratchet & Clank, qui a hérité Mark XVI qui doublait Ratchet depuis le premier jeu. C'est d'ailleurs une très bonne licence sur PS2. Ou encore Antoine Griezmann en Superman et Blaise Matuidi en Flash pour le film Batman Lego. C'est une pratique qui met en péril le travail de ceux qui sont comédiens de doublage depuis toujours. Je n'ai rien contre la méthode des stars au doublage. Gérard Lanvin par exemple est la voix de Manny de l'âge de glace depuis toujours. Mais si on continue à employer ces techniques pour des fins budgétaires, les comédiens de doublage professionnels vont perdre leur boulot. Bref, pour revenir aux Indestructibles 2, le doublage est bien travaillé malgré que l'on constate de manière trop flagrante le changement de voix entre Laurie et Louane pour le personnage de Violette. Pour conclure, Les Indestructibles 2, c'est 14 ans d'attente, mais 14 ans d'attente qui valaient largement le coup. Les gamins d'hier l'attendaient de pied ferme et je fais partie de ces gamins d'hier. J'ai 25 ans et j'ai beaucoup aimé cette suite. Pour les prochains films, je vais parler du cinéma français qui en ce moment se contente plus de comédies ratées. Et rares sont les films qui parlent de sujets à peine, voire pas du tout évoqués dans notre cinéma. Et c'est le cas pour Monsieur Je sais tout qui parle de l'autisme. L'histoire est la suivante. Vincent est un balèze qui entraîne des apprentis footballeurs. Un jour, il apprend l'existence de son neveu Léonard qui est atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme de haut niveau. D'abord très distants, Vincent et Léo vont apprendre doucement à se connaître et à s'aimer avec sincérité malgré la différence du jeune homme. Ceux qui ont vu ma vidéo sur les personnages fictifs autistes et mon avis sur ce film savent que je suis autiste Asperger. Cela doit parfois s'entendre à ma voix monocorde. Et si vous vous intéressez à l'autisme, vous savez qu'en France, on est très loin d'être doué pour l'accueil des personnes avec autisme, puisque ça fait plus de 40 ans que notre pays est en retard dans la prise en charge de ce handicap. Du coup, un média populaire qui parle de l'autisme tient presque du miracle dans notre pays. Si l'univers de la BD commence à en parler, tout comme les livres avec le travail de Joseph Chopanek, ça commence bien pour le cinéma, car Monsieur Je sais tout est un très très bon film.
Si dans des pays comme les États-Unis ou l'Angleterre, il existe déjà des films sur l'autisme et qui ne fait pas dans les stéréotypes idiots, on aurait pu craindre que pour ce film on fasse croire qu'être autiste c'est ce qu'il y a de pire. Et ben pas du tout. Stéphane Archinard et François Prévost-Légonie ont pris le temps de bien étudier le sujet. Et on remarque aussi que les acteurs comme Max Bezet-de et Arnaud Ducret ont été très sensibilisés par ce film. Le personnage de Léo possède des caractéristiques que peuvent avoir certains autistes. Sa façon de parler, sa démarche un peu étrange, ses gestes répétitifs et parfois maladroits, son intelligence ou bien, surtout, sa difficulté à parler aux autres et d'autres choses. Il possède des traits qui pourraient faire de lui le cliché de l'autiste, mais les réalisateurs ont fait attention à ne pas en faire des caisses. Ils ont su à merveille détruire avec humour et émotion les clichés qui entourent ce handicap invisible et si particulier. Le duo entre Léo et Vincent est un beau duo. On voit vraiment l'évolution de leur rapport et la façon dont Vincent aide Léo à sortir de sa bulle en lui faisant découvrir le foot fait plaisir. Avec ce sport dont je suis pas forcément fan car je préfère largement le basket, Léo rencontre du monde et n'est plus du tout seul. D'ailleurs, pour dire à quel point Arnaud Ducret a aimé jouer dans ce film, il est devenu le président de SOS Autisme et ça fait vraiment plaisir. Pour conclure, Monsieur Je sais tout est à la fois un film touchant et drôle, mais en plus assez militant car cherchant à changer le regard sur l'autisme. Et dans un pays comme la France, dans lequel le mot autiste est devenu une insulte 5 fois plus violente que fils de pute, ça tombe très bien car sur YouTube et dans d'autres médias, beaucoup de personnes utilisent ce mot pour dire du mal, et ça casse vraiment, mais alors vraiment les burnes. Ce film mérite d'être visionné dans les établissements scolaires ou dans d'autres endroits, voire même dans le milieu de la politique. Ça changerait vraiment le regard sur le handicap qu'est l'autisme. Je reste dans le cinéma français avec le deuxième film de Frédéric Tellier qui, après l'affaire SK1 qui parle de la traque du tueur en série français Guy Georges, décide de dévoiler la vie d'un jeune pompier des sapeurs-pompiers de Paris dans son film Sauver ou périr, dont le titre est la devise des sapeurs-pompiers de Paris, justement. Franck est pompier depuis 9 ans et a été récemment affecté dans une brigade anti-incendie et a également reçu le grade de sergent. Un jour, un violent incendie est déclaré et Franck, en voulant sauver un collègue, est gravement brûlé et transféré d'urgence à l'hôpital dans le service des grands brûlés. Ressortant complètement défiguré, il va difficilement accepter le fait d'être aidé à son tour et tenter de reprendre une vie normale après un tel événement. Rendre hommage envers des gens au métier risqué et passionnant commence à se faire en France, et nos pompiers sont gâtés après les hommes du feu car Sauver ou périr est un chef-d'œuvre absolu. Que l'on soit novice ou non de l'univers des pompiers, Sauver ou périr est absolument splendide. C'est autant un film sur les soldats du feu qu'une mise en situation dans la vie des grands brûlés. Une fois l'incendie passé, on a l'impression d'être dans la tête de Franck ou au sein du service médical. On assiste au désespoir de Franck pour reprendre sa vie en main, on regarde ses efforts pour se mouvoir à nouveau, on le voit se replier sur lui-même comme s'il avait des regrets. C'est un film qui agit un petit peu comme une expérience pour ses spectateurs. Dans ce film, le quotidien des pompiers n'est pas seulement montré dans les interventions. On est beaucoup dans la vie de Franck et on voit à quel point il était aimé par ses collègues et sa femme, et qu'il commençait à fonder une famille avec ses 2 petites filles au sein de la caserne dans laquelle il habite. Du coup, on comprend pourquoi c'est très rude pour lui de réapprendre à aimer la vie après l'incendie. Ce film s'inspire de l'histoire vraie de l'ancien pompier Éric Vautier dont la vie a basculé le 24 mars 1993. Lors d'un incendie d'entrepôt à Rungis, il est sorti gravement brûlé au 3e degré, mais a survécu et tenu le coup grâce aux nombreux soutiens qu'il a reçus de la part du personnel médical et surtout de ses proches. Les dialogues et le scénario sont bien écrits et vraiment touchants. Il y a de nombreux passages déchirants et par moments on est entraîné dans la tristesse de Franck, et cela amène au jeu d'acteur de Pierre Ninet qui tient clairement son plus beau rôle. Il est impliqué dans ce rôle de pompier comme s'il était vraiment pompier, tout comme les autres acteurs qui sont tout aussi excellents. Que ce soit Anaïs de Moustier, Vincent Routier ou Chloé Stéphanie, c'est un sans faute. Pour conclure, Sauver ou périr s'inscrit aux yeux de beaucoup de monde dans le rang des chefs-d'œuvre des années 2010, et c'est mérité. Ensuite, j'aimerais vous parler d'une comédie issue d'une série de films sur une famille de gros cassos devenant un jour grâce au loto très riches et qui affichent encore plus leur beaufitude avec leur pognon.
Vous avez peut-être compris, je parle des Tuches et plus précisément du troisième film sorti en 2018. 2 ans après avoir visité l'Amérique, Jeff Tuche, le patriarche de la famille, est devenu le maire de Bouzolles, mais vise beaucoup plus gros et se présente à l'élection présidentielle avec pour principal but que le TGV s'arrête à Bouzolles. Finalement, il est élu à 57% et va exercer du mieux qu'il peut ses nouvelles fonctions. Considéré par énormément de personnes comme étant une série de films atroces, je fais partie de ces rares personnes à avoir plutôt rigolé devant ce troisième film. Comparé au Tuche 2 que j'ai trouvé vraiment mauvais, celui-ci est largement mieux. Jouant beaucoup sur l'esprit du français bien beauf depuis le premier film, les personnages principaux, malgré leur nouveau statut, restent fidèles à eux-mêmes et à leurs habitudes de prolo, ce qui donne souvent des scènes assez drôles, comme par exemple le coût des péages gratuits pour ceux qui roulent en Renault 25, rendu officiel par le président Jeff Tuche, ou bien quand ce dernier lave sa bagnole dans la cour de l'Élysée. Olivier Barou, le réalisateur qui était connu pour son duo qu'il a formé avec Cadmerade dans les années 2000, a eu envie de faire une sorte de satire de l'élection présidentielle de 2017 et plus précisément du monde de la politique. On y trouve par exemple les candidats peu connus tentant leur chance, le débat de l'entre-deux tours et les premiers mois de fonction d'un président. C'est une satire correcte, un peu tirée par les cheveux, mais correcte. Cependant, certains défauts ne sont pas négligés. Certains gags sont peu inspirés comme le garde du corps qui sert de souffre-douleur pour Wilfried, le fils débile des Tuches, ou bien certains dialogues censés être drôles mais qui sont au final absolument ridicules. Pour conclure, les Tuches 3 sortirent très bien en gardant son esprit décalé depuis le premier film, en gardant la personnalité de chacun des membres de la famille Tuche, ainsi que leurs idées farfelues. Parlons ensuite d'un des rares films à parler d'un sujet très intéressant et qui concerne les pires personnes que la Terre connaisse, les tueurs en série. Et ce film est tiré d'une excellente BD de l'américain Derf Backderf et porte le même nom que l'œuvre originale, My Friend Dahmer, qui a été traduit lors de sa publication en France par Mon ami Dahmer. Ce film raconte l'amitié qu'il y a eu entre l'auteur Derf Backderf et Jeffrey Dahmer durant leur adolescence. On y découvre la personnalité renfermée de Jeffrey Dahmer, dont les idées noires et dérangeantes le pousseront à devenir plus tard un des pires tueurs en série des États-Unis. Avant de donner mon avis, je vais vous faire une sorte de faites entrer l'accusé très rapide et sans Christophe Ondelat sur le tueur en série Jeffrey Dahmer. Pour ceux qui connaissent pas Jeffrey Dahmer, c'est comme je l'ai dit un des tueurs en série les plus dangereux des États-Unis. De 1978 jusqu'à son arrestation en juillet 1991, il aura assassiné 17 jeunes hommes, tous homosexuels, et ses victimes étaient séduites et conduites par Dahmer jusqu'à son appart avant d'être tués froidement. Le plus gros fantasme de Jeffrey Dahmer était de faire de ses victimes une fois mortes des sortes de zombies esclaves en versant de l'acide dans leur crâne pour dissoudre leur cerveau. Bonjour la passion, hein? Jeffrey Dahmer sera condamné à 957 ans de prison en 1992 et incarcéré à la prison de Portage dans l'État du Wisconsin. Le lundi 28 novembre 1994, alors qu'il nettoie les douches avec 2 autres détenus, l'un d'eux agresse violemment Dahmer et l'autre détenu. Le crâne fracturé, Jeffrey Dahmer meurt à l'âge de 34 ans. Maintenant que le quart d'heure fait entrer l'accusé est terminé, revenons au film My Friend Dahmer. J'ai appris l'existence de ce film sur le Facebook de l'écrivain Stéphane Bourgouin, grand spécialiste des tueurs en série et dont je suis fan. Je l'ai beaucoup attendu et les bandes annonces étaient vraiment rassurantes. Mais comme il n'a pas eu de sortie française au cinéma, sans doute par souci de distributeur, il est sorti en vidéo à la demande en mars 2018. Et l'attente valait vraiment le coup, ce film est vraiment très bien fait. Parler de tueurs en série est pas évident au cinéma, d'un côté cela peut choquer les proches des victimes, et de l'autre la personnalité de certains peuvent ennuyer le spectateur. Mais My Friend Dahmer, qui est tiré d'une BD qui a eu du succès, s'en tire vraiment très bien. Se déroulant dans les années 70, le film nous montre une ambiance vraiment réussie avec les véhicules, les décors et les vêtements de l'époque. Pour un film indépendant, c'est déjà un très bon point. Ensuite, la mise en scène qui, bien que truffée de longueur, se montre efficace pour montrer la chute psychologique du futur tueur en série. On y découvre ses passe-temps dérangeants comme dissoudre les cadavres d'animaux, ou bien fantasmer en imaginant des hommes morts et son alcoolisme. Le personnage de Jeffrey Dahmer nous rend mal à l'aise.
et on a du mal à imaginer que Derf Backderf, l'auteur de la BD, ait été un ami à lui. Lui-même remarquait à l'époque sa chute dans la société, se demandant pourquoi son jeune ami parle si peu ou se comportait de manière si étrange. Durant le visionnage, on voit cette amitié se brisant petit à petit, et on y découvre quelques réponses au malaise de Damer. Les disputes de ses parents, le fait d'être martyrisé par les abrutis du lycée, ou bien peut-être le fait qu'il se découvre être gay et qu'il pense à des hommes morts. My Friend Dahmer cherche à nous mettre dans son univers et c'est vraiment réussi. Et ce qui permet de nous immerger est pas seulement le travail du réalisateur Mark Meyers qui en est à son 3e film. C'est aussi grâce à ses acteurs et surtout à Ross Lynch qui joue Jeffrey Dahmer à la perfection. Le chanteur et acteur connu des séries Disney Channel parvient à faire renaître le futur tueur en série avec son manque d'expression, ses déplacements lents et sa chute dans notre société. C'est vraiment une performance irréprochable. Même chose pour celui qui joue Derf Backderf. Alex Wolff, qui joue celui qui formera une bande d'amis autour de Jeffrey Dahmer, est vraiment un très bon acteur. Comme je l'ai rapidement mentionné, le gros défaut de ce film, c'est les longueurs. Le film contient plein de scènes de remplissage qui n'apportent pas grand chose au récit, et c'est franchement dommage. Pour conclure, malgré les défauts de longueur et de rythme, My Friend Dahmer est une adaptation très réussie et bien interprétée de la BD, que je recommande d'ailleurs car son dessin rétro et l'histoire plairont à beaucoup de monde. Ensuite, un autre biopic qui était hyper attendu se trouve dans cette vidéo. Il s'agit d'un film sur l'un des groupes de rock les plus influents de l'histoire de la musique, à savoir Queen, et le film dont je vais vous parler s'appelle Bohemian Rhapsody. Le film retrace le parcours du groupe anglais Queen de la période où il s'appelait Smile jusqu'au mythique concert de Live Aid en 1985. On découvrira aussi la personnalité de leur chanteur Freddie Mercury et les excès qui ont failli détruire sa carrière. Les films sur le rock sont de plus en plus nombreux et ils existaient déjà dans le passé avec The Doors d'Oliver Stone sur le groupe The Doors, un groupe dont je suis très fan d'ailleurs, ou bien I'm Not There sur Bob Dylan durant plusieurs périodes de sa vie. Et bientôt, en mars 2019, va sortir un film intitulé The Dirt, tiré de l'autobiographie de l'excellent groupe de hard rock et glam metal Mötley Crüe, dont j'adorais pas mal de titres. Pour revenir au film, beaucoup ont estimé que c'était un mauvais film sous prétexte qu'il ne dit pas exactement la vérité, alors que Brian May, le guitariste du groupe, en est le producteur. Certes, on voit des erreurs, mais est-ce que ça en fait un désastre pour autant? Faut-il lui envoyer des critiques violentes en pleine gueule? Je suis pas d'accord avec tout ça car j'ai été époustouflé par Bohemian Rhapsody. Je suis allé le voir 2 fois au cinéma, et durant les 2 séances, j'en ai vraiment pris plein les yeux et les tapants de voir un si brillant hommage envers ce groupe culte qui a influencé des grands noms comme Metallica, Def Leppard ou même Nirvana. S'il contient des erreurs, on peut quand même le pardonner. On est rapidement plongé dans la vie au sein du groupe durant chaque période. Les décors, les costumes et l'ambiance sont très soignés. Ce qui est dommage par contre est que la musique soit si peu variée et qu'il n'y ait pas vraiment de thème marquant. La mise en scène est un régal, il y a plusieurs plans montrant la conception de certaines chansons cultes, les concerts ou les moments d'engueulade sont très crédibles, et le film ne manque pas d'humour sur certains passages. Mais ce que nous voulions voir était Freddie Mercury, et on y découvre un Freddie Mercury privé et public. Le Freddie privé est un collègue aimé, mais très fêtard et n'assumant pas le fait d'être gay et craignant de perdre Mary Austin, la seule femme qu'il ait aimée. Et puis, il y a le Freddie public, une icône du rock donnant des concerts à couper le souffle, un perfectionniste parfois arrogant, cachant du mieux qu'il peut ses déboires et les conflits au sein du groupe. Ces 2 facettes du chanteur sont formidablement bien jouées par Rami Malek. Cet acteur le joue de manière extraordinaire. On pourrait voir le vrai Freddie Mercury, sauf que l'original avait les yeux marrons, mais là, c'est du chipotage. Et que dire des autres acteurs qui jouent dans le film? Waouh, franchement, c'est nickel. Mais malheureusement, le film parfait n'existe pas. Bohemian Rhapsody n'explique jamais les débuts de Queen s'ils étaient compliqués ou non. J'avais l'impression que pour le groupe, c'était facile d'avoir du succès. Et c'est comme ça durant presque tout le film. Jamais on voit un passage où le succès est plus compliqué que prévu. Et c'est vraiment dommage. Pour conclure, Bohemian Rhapsody est un hommage intense envers Queen et surtout envers Freddie Mercury, dont la voix majestueuse et les personnalités hautes en couleur a marqué le monde du rock. Revenons dans le cinéma français avec une tendance qui arrive de plus en plus.
adapté une BD française humoristique avec un énième film comique, Gaston Lagaffe. Le film raconte l'arrivée de Gaston Lagaffe dans une start-up qui connaît des problèmes d'argent et risque d'être rachetée. Et les inventions ainsi que la paresse de Gaston Lagaffe ne vont pas aider forcément les employés. Ah là là, Gaston Lagaffe, le personnage qui a façonné mon intérêt pour la BD francophone. Et bah croyez-moi, le film a fait grand bruit car la fille de Franquin refusait de voir ce film diffusé car elle le trouvait désastreux. En même temps, vu la gueule des adaptations de BD francophones au cinéma, on la comprend. Et pourtant, par curiosité et malgré que la bande-annonce fasse peur, je suis quand même allé le voir et franchement, j'ai été surpris. L'univers est très respecté et ses personnages sont bien travaillés sans qu'on ait touché à leur personnalité. Cependant, il a fallu remettre l'univers dans notre époque et non dans les années 50. Et le fait que l'on passe d'une maison d'édition dans la BD à une start-up dans le film ne m'a pas posé problème. L'humour que l'on connaît des BD est très présent et pas trop tiré par les cheveux. Trop souvent, les comédies françaises d'aujourd'hui semblent nous indiquer en très gros « Hé, tu dois te marier ici, hein, maintenant, tout de suite !» Dans Gaston Lagaffe, c'est à travers les conneries de son personnage titre qu'on trouve cet humour avec ses inventions pas forcément utiles et qui plantent souvent, ce qui est très fidèle au côté décalé de la BD. La mise en scène est cependant très basique, il n'y a pas de prise de risque ni d'inventivité, et c'est assez décevant car on a un sentiment de déjà-vu. Heureusement, les acteurs ne sont pas mauvais. Théo Fernandez par exemple, qui est un Gaston Lagaffe totalement crédible, l'attitude je m'en foutisme mais à l'imagination dépendante du personnage est très bien joué à l'écran, et le reste des acteurs est franchement pas mal. Pour conclure, si on fait abstraction de certains surjoues des acteurs et le manque d'inventivité dans la mise en scène, Gaston Lagaffe est une adaptation pas aussi médiocre qu'on le dit. Terminons ce classement par un téléfilm français qui a été diffusé sur TF1 en octobre et qui parle de l'histoire de Jacqueline Sauvage. Ce téléfilm, c'est Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi. Le film raconte le calvaire qu'a connu Jacqueline Sauvage, victime de la violence de son mari Norbert, qui depuis 47 ans la tabassait, l'insultait, la menaçait et l'humiliait. Jusqu'au 10 septembre 2012 où Jacqueline prit un fusil et tua son mari de 3 balles dans le dos. Pour ce crime, elle fut condamnée en 2014 à 10 ans de prison et sera le symbole de la violence faite aux femmes et aura plusieurs soutiens au point d'être totalement graciée par François Hollande en décembre 2016. Le film sur Jacqueline Sauvage était très attendu car c'est une histoire qui avait marqué la France à l'époque. Et l'attente valait vraiment le coup car ce téléfilm est vraiment impressionnant et surtout très effrayant. La mise en scène est vraiment irréprochable. Le réalisateur Yves René nous entraîne dans la terreur des violences qu'a connues Jacqueline Sauvage. On ne s'épargne absolument rien. Les claques, les coups de godasse dans le ventre, les chutes, les insultes, on en prend vraiment plein la gueule. Ce qui impressionne est le réalisme des scènes. Il n'y a rien de fait pour de faux, les coups donnés sont réels et c'est une volonté des acteurs. Et Muriel Robin, qui joue Jacqueline Sauvage, dit elle-même que c'est ça le métier d'acteur. On découvre aussi ce qui s'est passé après la mort de Norbert et l'incarcération de Jacqueline Sauvage. On voit aussi les moments de tension durant les procès, on perçoit aussi la fatigue de cette dame qui tente de tenir le coup malgré les très nombreux soutiens. Tout est dévoilé sans la moindre censure. Et que dire des acteurs, tout simplement dans leur personnage. J'adresse un immense bravo à Muriel Robin qui dans son rôle de Jacqueline Sauvage est complètement métamorphosée. L'actrice qui était déjà très engagée contre la violence conjugale nous offre une performance exceptionnelle. Elle nous partage le calvaire de cette dame et l'impact de son geste libérateur pour stopper des décennies de coups et d'insultes. Encore une fois, bravo à Muriel Robin. Même chose pour Olivier Marchal, l'interprète de Norbert montre dans son rôle que cet homme était un véritable connard, qui en plus de s'en prendre à sa famille n'avait pas peur de menacer ses voisins, allant même jusqu'à tirer avec son fusil en l'air pour leur foutre la trouille. Impossible de douter sur son jeu, il nous fait vraiment très peur, il nous répugne avec sa brutalité, et pourtant, Olivier Marchal est quelqu'un qui est très engagé contre la violence faite aux femmes, et il a même dit avoir eu du mal à frapper Muriel Robin, s'excusant même à chaque fin de prise. Pour conclure, Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi, et pas seulement un téléfilm incroyable, c'est aussi une grosse prévention contre la violence conjugale et les terribles conséquences que cela peut entraîner. C'est vraiment à voir impérativement.
Et voici que se termine mon top des films que j'ai vus en 2018. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ces films en commentaire. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour la vidéo sur mes déceptions. À la prochaine les gens.